Bonjour à tous. On va débuter la webconférence qui portera sur l'expertise des obligations convertibles chez Montpensier Arbevel. Alors, à la suite d'une rapide introduction de ma part pour présenter la société et le pôle des obligations convertibles, Julien et Bastien nous rappelleront dans un premier temps les généralités de la classe d'actifs et dans un second temps, nous tâcherons de présenter les trois supports qui sont disponibles dans la gamme obligations convertibles chez Montpensier Arbevel. Alors, notre société gère 6 milliards € d'encours à travers la gestion collective, la gestion sous mandat et enfin le non coté. Les expertises en gestion collective sont multiples, les actions européennes large cap, small et mid cap, les actions thématiques internationales dont la santé, la blockchain, le climat entre autres, la partie taux sur le high yield, sur l'investment grade et enfin les obligations convertibles dont nous allons vous parler aujourd'hui. Cette dernière représente 1,5 milliard d'euros d'encours répartis sur 3 fonds ouverts ainsi que des mandats. À noter, l'équipe des obligations convertibles chez Montpensier Arbevel est le pôle de référence des obligations convertibles internationales pour Amundi. L'équipe est composée de Julien Couloirne, Bastien Rapoport, que je remercie pour leur présence ce matin, Raphaël Pariente et Jeanne Magnier, ainsi que toute l'équipe ISR de la maison. À noter, les 25 gérants actions et obligations internationales complètent évidemment l'expertise grâce à différents prismes. Alors, Julien, pour commencer et pour te donner la parole, j'aimerais te poser une question assez simple. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une obligation convertible? Quels sont ses moteurs de performance? Et peux-tu également nous présenter les performances historiques de la classe d'actifs, s'il te plaît? Alors, merci Henri, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Donc, les obligations convertibles, dans un premier temps, un petit rappel de la manière dont ça fonctionne. Donc, c'est à la fois un mix entre une obligation et une action. Donc, on voit sur cette partie que pour une obligation convertible mixte en valeur, la composante obligataire apparaît plus importante que la composante option-action. Mais ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'en termes de sensibilité, c'est vraiment la partie action qui va driver en fait la performance de l'obligation convertible dans la majorité des cas, la partie obligataire étant là beaucoup plus pour amortir et apporter un complément de coupon. Mais donc le vrai moteur d'une obligation convertible mixte, c'est bien le moteur action. Alors qu'est-ce qui nous intéresse ensuite dans cette classe d'actifs et pourquoi est-ce elle est attractive? Il y a un certain nombre d'éléments structurels, et notamment si on se repenche sur le parcours long terme de la classe d'actifs, on observe que la performance annualisée donc des obligations convertibles, elle est proche de celle des actions sur le long terme, avec une volatilité qui, elle, est 2 fois inférieure à celle des actions. Sur ce slide, on a donc comparé les obligations convertibles internationales qui sont représentées par l'indice Refinitiv global. Les actions, donc c'est la barre grise, c'est le MSCI World. Et puis, on a même rajouté un indice composite pour s'apercevoir que même quand on fait un composite entre des actions et du taux, on arrive quand même à avoir un ratio de Sharpe qui est un peu inférieur à celle des obligations convertibles. Donc, vous avez ici en bas donc, les performances comparées. Donc, vous voyez la performance analysée qui est proche de 7 à la fois sur les actions et les obligations convertibles et une volatilité analysée, donc qui est bien 2 fois inférieure et du coup un ratio de Sharpe qui est meilleur sur les obligations convertibles que sur un portefeuille 100% actions représenté par le MSCI World. Alors qu'est-ce que ça donne du coup quand on le mixe en fait avec une classe d'actifs avec un portefeuille action ou un portefeuille obligataire? Sur un portefeuille action, sans surprise, quand vous rajoutez 10% ou 20% d'obligations convertibles, vous avez une amélioration de votre ratio de Sharpe. Et sur un portefeuille obligataire, c'est encore plus impressionnant puisqu'en fait, vous avez à la fois une amélioration de votre ratio de Sharpe, mais avec une volatilité, elle, qui baisse, vous avez une performance analysée, elle, qui progresse en ajoutant donc des obligations convertibles en actions. Merci beaucoup, Julien. Si tu devais dresser aujourd'hui un panorama des obligations convertibles internationales, quel serait-il? Alors, les obligations convertibles internationales, d'abord, c'est un marché en taille dans le monde qui représente 500 milliards de dollars. Comme sur la plupart des marchés de capitaux, on y reviendra, il y a une grande part évidemment qui est attribuée aux États-Unis. Sur ces 500 milliards, 338 milliards de dollars, ce sont les États-Unis. Et puis après, donc, le reste se répartit entre l'Europe,
et puis l'Asie avec des qualités diverses et très complémentaires comme on pourra le voir. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la partie asiatique, notamment asiatique ex-Japon, a subi un renouveau extrêmement important depuis 2 ans et donc qui a permis aux obligations convertibles monde, via notamment en partie la partie asiatique, de participer au rebond boursier chinois qu'on observe depuis maintenant 2 ans et dont on estime qu'il devrait encore continuer. Alors, si on se penche maintenant sur la composition sectorielle de cette classe d'actifs, bien sûr, quasiment tous les secteurs d'activité sont représentés au sein des obligations convertibles, mais il est quand même très important d'avoir à l'esprit qu'il y a une dominante forte qui s'articule autour de 4 grands secteurs. Et la bonne nouvelle pour les obligations convertibles, c'est que ces 4 grands secteurs, en fait, sont des secteurs qui ont des tendances long terme très favorables. Le premier d'entre eux, donc, c'est la technologie. Donc, vous connaissez tous évidemment les tendances très porteuses de ce secteur. On a mis en avant ici un certain nombre d'entreprises sur lesquelles il est possible d'être exposé en obligations convertibles dans le secteur de la technologie. Donc, pour beaucoup d'entre elles, ce sont des sociétés donc, vous connaissez. Le deuxième, c'est la consommation discrétionnaire. Où là, on a à la fois 2 choses. On peut bénéficier à la fois de la relance chinoise ou de rebond, donc de la partie notamment loisirs voyage, avec notamment des acteurs comme Xiaomi ou Anta. Mais on a aussi des nouveaux modes de consommation. Là, ça va concerner peut-être un peu plus parfois des sociétés américaines comme Uber ou encore l'organisateur de concerts Live Nation. Le troisième, c'est l'industrie. Donc l'industrie qui est un grand secteur en fait avec des types de sociétés extrêmement disparates. On a des sociétés qui sont présentes notamment en Europe sur la partie aéronautique avec donc des tendances dont on sait tous qu'elles sont très porteuses comme par exemple MTU ou encore Airbus. On a d'autres acteurs qui sont spécialisés plus dans l'équipement. Je pense notamment à Schneider et qui bénéficient du coup, par exemple, de tous les investissements qui doivent avoir lieu dans les centres de données. Et donc Schneider intervient en tant qu'équipementier pour la mise en place de ces centres de données, donc ce qui lui permet d'avoir un supplément de croissance très fort. Et puis, il y a d'autres secteurs industriels qui sont un peu plus nouveaux, ou en tout cas qui ont une croissance qui est en train de s'accélérer fortement. Je pense par exemple à l'activité drone présente dans une société américaine qui est ici à l'écran et qui s'appelle Aero Environment, ou toute la partie encore spatiale qui se développe, qui va se développer fortement dans les années à venir avec par exemple AST Space Mobile ou encore une société qui s'appelle Voyager, donc tous ces 2 acteurs étant des acteurs américains. Et enfin, le quatrième secteur, c'est donc la biotech, la medtech, avec là une dominante de sociétés qui sont plutôt présentes aux États-Unis. Alors, comment ça s'articule après, d'un point de vue géographique, entre ces 3 grandes zones et quels sont finalement les points forts en fait, de ces 3 grandes zones et pourquoi elles se complètent très bien? Donc, la partie américaine, donc, qui est le premier marché de capitaux au monde et qui aussi est le marché où il y a le plus grand écosystème en fait, de levée de capitaux. Avec ce circuit qu'on connaît bien sur les nouvelles sociétés en très forte croissance, donc un marché en fait d'amorçage pour les sociétés non cotées et de private equity, donc qui est extrêmement fort, qui ensuite débouche sur des IPO. Et sur ces sociétés, une fois l'IPO faite, il est assez fréquent en fait pour poursuivre en fait le financement de leur croissance qu'elles émettent des obligations convertibles. C'est ce qui fait que par le passé, par exemple, vous avez eu des sociétés comme Palo Alto, Nvidia ou encore Tesla qui ont émis des obligations convertibles. Et donc aujourd'hui, on a dans le vivier des obligations américaines, convertibles américaines, tout un tas de sociétés qui sont en fait des très grandes capitalisations pour beaucoup d'entre elles néanmoins, mais qui peut-être demain seront les méga caps donc de l'univers américain. On a cité quelques noms ici. On s'attend à ce que ce mouvement, donc cet écosystème continue à s'alimenter fortement en 2026 à travers notamment des secteurs justement qu'on a un petit peu évoqués tout à l'heure. Je pense par exemple à l'aérospatiale. On a beaucoup parlé de l'introduction en bourse d'une société comme SpaceX. Donc il n'est pas impossible que si SpaceX s'introduit en bourse l'année prochaine,
enfin cette année en 2026, elle enclenche derrière des émissions d'obligations convertibles. Sur la partie européenne, il y a une très forte dominante. En tout cas, les sociétés européennes sont très bien placées sur la partie industrielle. Donc, on a évoqué tout à l'heure l'aéronautique avec des acteurs comme MTU Aero ou encore Safran. La partie infrastructure également. Et puis la partie consommation, on sait tous qu'il y a un certain nombre d'acteurs dominants. Et enfin, la partie asiatique, donc, qui, je le disais, a subi un renouveau extrêmement fort au cours des 2 dernières années et qui permet donc, du coup, via les obligations convertibles, d'être exposé à cette zone qui a très bien performé. Et on a dans cette zone des très grands acteurs qui sont à mi-chemin parfois entre la tech et l'industrie, ou parfois qui mélangent les deux. Et qui permettent donc à ces sociétés en fait bénéficient du gigantesque marché intérieur qui est la Chine, qui est souvent un marché fermé. Hein, je rappelle que par exemple, on a ici une exposition donc, qui est assez forte, par exemple, à Alibaba. Alibaba, aujourd'hui, donc, s'est fortement développé dans tout ce qui est technologie depuis quelques années. Et un outil, par exemple, comme ChatGPT n'est pas disponible en Chine. Hein. Ce sont des outils IA comme DeepSeek ou Qwen, qui est le ChatGPT d'Alibaba, ou celui de Baidu, qui sont majoritairement utilisés en Chine. Et je rappelle par ailleurs que donc l'Asie est la zone en fait où il y a la plus forte croissance aujourd'hui encore dans le monde. Et donc c'est un moyen via les obligations convertibles d'être exposé à cette zone de manière très dynamique. D'accord, bah, merci beaucoup Julien pour ce panorama. Bastien, maintenant, est-ce qu'on pourrait connaître le dynamisme sur le marché primaire, s'il te plaît? Oui, merci Henri. C'est très important, effectivement, après avoir vu avec Julien le panorama, ce qu'il y a aujourd'hui en grande masse dans le gisement des obligations convertibles, de voir la dynamique qui est sur ce marché. On est sur une dynamique qui est en accélération depuis 2 ans en termes de primaire. On a eu en 2025 une année record. On avait déjà eu une très très bonne année en 2024. Il faut savoir qu'en moyenne, sur ces 25 dernières années, on a entre 15 et 20% du gisement des obligations convertibles qui se renouvellent chaque année. Donc vous voyez un gisement de 500 milliards, on a eu 166 milliards d'émissions l'année dernière, on a une augmentation, une forte croissance de la taille du gisement des obligations convertibles, en particulier aux États-Unis et au Japon. Si on regarde aux États-Unis, on est sur un marché vraiment record en termes d'émissions l'année dernière. Je vais bien sûr pas vous citer toutes les émissions qu'on a eues. Je vais prendre quelques exemples. Hein. On est sur des émissions assez importantes en termes de montant et de diversification dans la tech, à la fois sur tout ce qui est sécurité, tout ce qui est cloud, tout ce qui est lié aux investissements et à la génération IA, tout ce qui est lié aussi à la blockchain. On a eu pas mal d'émissions. Donc avec quelques sociétés comme Akamai, Lumentum dans les conducteurs ou Zscaler. La deuxième partie qui est assez intéressante et importante, c'est la partie conso discrétionnaire qui représente un peu plus de 12% des émissions de l'année dernière. Et la santé. La santé a toujours été un pourvoyeur d'obligations convertibles, en particulier sur la partie medtech et sur la partie biotech, sur des financements de mise sur le marché de nouveaux produits ou de nouveaux médicaments, avec par exemple l'année dernière une émission à Alzheimer ou en Guardant Health. D'autres secteurs sont arrivés sur le marché qui sont à la limite de la tech et de l'industrie. Hein. Julien a parlé tout à l'heure de AST Space Mobile ou de voyageurs dans l'espace. C'est un nouveau secteur qui arrive sur le marché des obligations convertibles ou dans la défense avec les drones de Aérovironnement. Deuxième marché historique important sur les obligations convertibles, c'est le marché européen. On est aussi sur une très bonne année en termes de primaire en 2025 sur le marché européen. Nous attendons aussi à une année 2026 qui soit de bonne facture et elle démarre très bien d'ailleurs, avec plus de diversification en termes de secteur, de style, beaucoup de ratings investment grade ou équivalent investment grade qui sont venus sur le marché. Donc très diversifié en termes de CAPI, en termes de secteur, en termes de sensibilité action et de typologie d'entreprise. La tech européenne avec des émissions en SAP ou en Ebius, beaucoup d'industries, autres productions de drones liées à la défense avec Excel Technologies qui est venu sur le marché à la fin de l'année dernière ou Inéchangeable en Airbus en début d'année dernière.
Autre secteur qui est assez intéressant et qu'on aime bien sur le marché des obligations convertibles en Europe, tout ce qui est lié à l'immobilier résidentiel avec des dossiers comme Vonovia ou Legimo ou Tagimo qui sont venus sur le résidentiel allemand sur le marché des obligations convertibles, ou même un dossier, alors on est toujours dans la finance, mais on est sur place de marché, avec Euronext qui pour la première fois a lancé une obligation convertible l'année dernière. Dernière zone qui n'est plus la moindre aujourd'hui, puisqu'elle représente pratiquement maintenant 20% de la taille du marché des obligations convertibles, l'Asie et le Japon, vraiment grande dynamique d'émissions, à la fois avec de la consommation, avec des dossiers comme Miniso ou Bilibili, de la technologie avec Alibaba, ou beaucoup d'industries avec Nissan qui est venu sur le marché des obligations convertibles, des échangeables en Samsung ou Delta International en Thaïlande. Faut bien avoir en tête, hein, on le répète assez souvent pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, que le marché des obligations convertibles, c'est un écosystème qui se renouvelle en permanence. C'est-à-dire on a systématiquement de nouvelles thématiques, de nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché des obligations convertibles et ça permet d'adresser en termes de financement les nouveaux momentum, les nouvelles thématiques long terme qui sont intéressantes et porteuses en termes d'investissement. Donc en permanence, on a deux nouvelles typologies d'émetteurs qui viennent sur le marché des obligations convertibles. Je ne vais pas tous les énumérer, mais on a eu au milieu des années 2010 tous les disrupteurs qui sont venus sur le marché des obligations convertibles. Après la crise du Covid, on a eu beaucoup de refinancements, en particulier sur l'industrie, sur la consommation ou sur l'aérien qui sont venus se refinancer sur le marché des obligations convertibles, ce qui nous a permis d'adresser ce marché à des niveaux actions qui étaient relativement bas. Et puis depuis quelques temps, on a toutes ces émissions de relance chinoise sur des gros émetteurs, investment grade, avec de très bonnes perspectives de croissance, ou tout ce qui est lié à l'écosystème blockchain ou infrastructure IA, qui sont des pourvoyeurs d'émissions convertibles depuis 18 mois maintenant. Et tous ces thématiques restent ensemble dans le marché des obligations convertibles, ce qui permet d'adresser en fonction des momentum de marché, de la vision qu'on a sur le marché, ces typologies et de positionner nos stratégies d'investissement à la fois sur de l'industrie, sur de la conso discrétionnaire, sur de la relance ou sur de la tech. Très bien. Merci beaucoup pour ce récapitulatif de la classe d'actifs marqué par un très fort dynamisme. Nous allons maintenant rentrer dans le détail en présentant les différents supports d'investissement qui sont présents dans la gamme chez Montpensier Bevel. On va commencer, si vous le voulez bien, par notre fonds investi en obligations convertibles internationales, donc le fonds global, M Global Convertible. Oui, alors M Global Convertible, d'abord en termes de performance, c'est une performance qui était supérieure à 10% l'année dernière. 2026 se présente également très bien puisqu'on est déjà à plus de 3% depuis le début de l'année. Donc on est convaincu qu'on est reparti sur un cycle en fait de performance qui en moyenne, donc ça doit être entre 5 et 10% par an, avec parfois des performances supérieures à 10 également dans certains cas. Alors, quels sont les 10 arguments structurels et conjoncturels favorables à l'investissement dans Global Convertible pour 2026? Donc, on les a recensés à travers ce slide. Je ne vais pas les rappeler tous puisque certains d'entre eux ont été évoqués, mais je crois qu'il y a trois grandes idées à retenir donc, pour l'investissement dans ce fonds donc, investi internationalement. Donc, la première, ce sont les arguments structurels qu'on a évoqué et qui concerne la classe d'actifs et donc ce fonds avec ce couple rentabilité-risque très intéressant. La deuxième, c'est ce mix géographique très favorable. Et puis la troisième, qui est en fait de pouvoir bénéficier des tendances favorables recoupant en fait les secteurs qui sont majoritairement représentés, et ce, donc avec un spectre géographique extrêmement intéressant. Et puis, on vous a ajouté ici à la fin les 10 premières lignes du fonds, ce qui vous donne un petit peu une idée à la fois de cette diversité sectorielle, géographique, et également des noms qu'il peut y avoir dans le fonds en termes d'investissement. Même si on va le voir, le fonds est diversifié, il y a beaucoup plus que 10 lignes, évidemment. Alors, en termes de sensibilité et de positionnement sur ce fonds, donc la sensibilité action, le point peut-être le plus important à avoir à l'esprit, donc c'est 0,46 à fin décembre.
C'est un chiffre qui navigue historiquement autour de 0,50, entre 0,45 et 0,55. Donc, on était à 0,46 fin décembre. Là, au moment où on se parle, on est à 0,50. Donc, on tourne régulièrement autour de 0,50 en fonction des plus-values qu'on peut encaisser sur certains dossiers, des réinvestissements ensuite que l'on peut faire. Mais c'est ça l'ordre de grandeur à avoir à l'esprit. L'autre élément à avoir à l'esprit, c'est que on est majoritairement investi dans des grosses capitalisations. La capitalisation moyenne des sous-jacents, donc c'est 64 milliards d'euros. Donc on voit que même si effectivement il y a des histoires dans certaines petites sociétés ou mid-cap, puisqu'elles ne sont pas non plus absentes du portefeuille, la majorité concerne des grands investissements. Et on a ici illustré les investissements à travers différentes thématiques en exposant un certain nombre de noms dans lesquels on investit, même si tous les noms ne figurent pas sur ce slide. En termes de diversification, donc aujourd'hui dans le fonds, c'est 154 positions. Et puis en termes de qualité de crédit, c'est un spread de crédit de 177. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 177 en termes de référentiel? Le crossover, donc qui mélange à la fois du high yield et de l'investment grade pour l'Europe est à 244 et le high yield US lui à 316. Donc à 177, on a une qualité de crédit qui est supérieure à celle du high yield. Et puis enfin, pour ce fonds donc, international, la répartition par secteur et la répartition par pays, donc sans surprise, vous voyez que les 4 grands secteurs qu'on a évoqués sont bien représentés ici, mais néanmoins, il reste quand même des diversifications sur d'autres secteurs, même si ils sont un peu moins importants. Et puis par pays, on retrouve les zones qu'on a évoquées avec la partie États-Unis qui est importante, la Chine qui est également devenue très importante. Ce chiffre de plus de 10% sur la Chine, en fait. Donc je rappelle, c'est en contribution au delta, donc ça fait à peu près 20% en fait en termes de répartition pays. Au final, c'était un chiffre qui était proche de zéro il y a 3 ans et donc qui a augmenté au fur et à mesure donc, du dynamisme et de la reprise de dynamisme chinois. Et vous avez ensuite les autres pays d'Europe qui sont éclatés ici sur ce slide. Très bien. Merci beaucoup, Julien, pour la partie internationale. Bastien, pourrais-tu nous présenter M Convertible, nous expliquer à la fois sa complémentarité et les avantages de ce support? Donc M Convertible, c'est le fonds historique de Montpensier Arbevel, bien classé sur quasiment toutes les périodes. Historiquement, on est premier quartile sur quasiment toutes périodes, avec une année 2025 qui a été très très bonne, puisqu'on a une performance qui est légèrement au-dessus de 13 en termes de progression, et un début d'année 2026 qui est aussi assez intéressant. M Convertible, c'est vraiment la possibilité d'aller sélectionner des valeurs européennes pour bénéficier à la fois de niveaux de valorisation qui sont historiquement relativement bas sur les sous-jacents actions, de pouvoir bénéficier d'une revalorisation de ces valeurs avec les plans de relance économique que l'on est en train d'avoir et de voir en Europe. Donc, pour jouer un rebond des marchés européens, les obligations convertibles sont vraiment un très bon outil, d'autant plus qu'on est sur un environnement qui devient favorable sur la partie européenne et qui devrait voir dans les trimestres qui viennent renouveau des investissements, en particulier des investissements internationaux vers la partie européenne. Donc, les obligations convertibles européennes, c'est un outil de diversification et de complémentarité qui est très intéressant dans vos portefeuilles globaux et même dans vos portefeuilles européens. Si on regarde en termes de positionnement, en termes de thématiques sur lesquelles nous sommes positionnés, donc on est vraiment sur des émetteurs qui sont sur des sous-jacents sur lesquels on a des tendances long terme qui sont très favorables et très intéressantes. Une partie industrielle qui est très importante, alors on l'a découpée en 2 vraies thématiques, une partie qui est liée aux infrastructures, avec des dossiers, Julien a parlé tout à l'heure de Schneider, mais on a aussi des dossiers comme Legrand ou comme Vinci ou comme Ferrovial dans le gisement des obligations convertibles européennes. Une thématique industrielle qui est aussi très porteuse en ce moment, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, tout ce qui est lié à l'aéronautique et la défense, avec MTU ou Airbus, ou avec des dossiers comme Rheinmetall ou Excel Technologies.
Des émissions historiques sur la partie conso discrétionnaire et loisirs, que ce soit sur le voyage avec des dossiers comme TUI ou Lufthansa ou IAG, ou dans la conso luxe avec L'Oréal ou LVMH. Et en termes de diversification, on a depuis 2 ans un renouveau d'émissions liées à toute la partie énergie et matières premières qui historiquement était assez peu présente dans le gisement des obligations convertibles, avec des émissions en Eni, en Italgaz, en Saipem ou en Voestalpine ou Nordex récemment. Si on regarde en grande masse, le portefeuille est aussi investi globalement, majoritairement sur des grandes capitalisations, puisqu'on a pratiquement 80% du portefeuille qui est sur des capis supérieurs à 5 milliards, mais on a aussi des investissements dans des belles mid-cap et dans quelques grosses small cap qui permettent d'adresser des flux qui pourraient arriver dans les semestres qui viennent sur la partie small et mid-cap. On est, en termes de positionnement par rapport à l'indice, un peu plus concentré. On est plus concentré parce que notre stratégie est d'investir au maximum des capacités que l'on a sur des obligations convertibles mixtes, de manière à avoir un positionnement qui permet de profiter au maximum de tous les attributs que Julien a expliqués en début de présentation sur la performance avec moins de volatilité. Et on est sur une qualité de crédit qui est aussi bien meilleure que le marché dans sa globalité et que sur l'indice, puisqu'on est sur un spread de crédit moyen qui est autour de 112. Si on regarde donc en termes de positionnement, de répartition, sensibilité action par secteur, pas de surprise avec ce qu'on vient de présenter, c'est l'industrie qui est le segment le plus représenté, suivi par la conso discrétionnaire. Et depuis quelques mois, on a reconstitué une position sur tout ce qui est immobilier. Le marché des obligations convertibles, c'est beaucoup de France, beaucoup d'Allemagne en Europe et un petit peu d'Italie depuis quelques temps. Très bien. Merci beaucoup, Bastien. Alors, troisième et dernier né de la gamme convertible, M International Convertible 2028, fonds particulièrement différenciant, car assez unique en son genre. C'est un fonds daté, investi en obligations convertibles internationales. Bastien, est-ce que tu peux nous présenter la stratégie, s'il te plaît? Oui, alors M International Convertible, qui est le dernier né effectivement de la gamme, va fêter ses 3 ans cette année. Très bonne performance aussi en 2025, puisque le fonds a une performance d'environ 5,80 avec une volatilité assez faible, puisqu'on a une volatilité qui était à 1,70. L'idée de M International Convertible, c'est d'être investi uniquement sur les obligations convertibles rendement, de manière à avoir un positionnement complémentaire et diversifiant avec les stratégies obligataires, qu'elles soient datées ou pas datées d'ailleurs, traditionnelles que vous pouvez avoir dans vos portefeuilles. Ce sont des obligations convertibles internationales sur lesquelles on est hedgé sur le risque de change, donc il n'y a pas de risque de change sur ce produit, et sur lequel on a aujourd'hui 3 moteurs de performance. Le moteur principal, qui est le cœur de la stratégie, c'est d'engranger du rendement avec le rendement à maturité des obligations convertibles, qui est à peu près en ligne avec ce que vous avez aujourd'hui sur les fonds d'échéance de 3 ans. Mais l'intérêt de M International Convertible, c'est que vous avez 2 moteurs de performance complémentaires qui viennent rajouter de la performance et de la valeur dans l'investissement. Le premier, c'est que comme vous êtes investi sur des obligations convertibles, vous avez une option. Et l'option qu'on achète, on l'achète quasiment à zéro, ou en tout cas très très faiblement en termes de prix payé. Et en cas de rebond de l'action, vous avez cette option qui reprend de la valorisation. Et à partir du moment où la valorisation a repris, on prend nos profits, on vend et on fait sur un nouvel investissement. Et un troisième moteur de performance qui historiquement est très intéressant sur le marché des obligations convertibles, c'est le M&A. Le M&A, les clauses des obligations convertibles sont extrêmement attractives en termes de participation à la performance quand vous avez des changements de contrôle. Et on a eu sur un même international convertible, ces 18 derniers mois, 6 ou 7 opérations de M&A qui ont rajouté un surplus de performance au fonds M international convertible. Quelques exemples d'obligations qu'on a en portefeuille. Vous avez des dossiers comme Airbnb, des dossiers comme LACFIN, échangeable en Grand Paris, des dossiers dans l'immobilier résidentiel allemand comme Legimo ou Vonovia. En termes de positionnement, nous sommes diversifiés sur un peu moins de 80 lignes, un prix d'achat et un prix moyen des obligations convertibles qui est en dessous du pair, un rendement à maturité de la poche obligataire qui est autour de 3,2, une qualité de crédit
qui est plutôt bonne, puisqu'on est sur un spread moyen qui est autour de 145, c'est-à-dire qu'on est sur un équivalent crédit qui serait entre double B et triple B, une sensibilité action relativement faible et une sensibilité au taux d'intérêt qui est aussi assez faible, puisqu'on a une sensibilité qui est autour de 1,6. En termes de secteurs qui sont représentés sur les émetteurs, on a pas mal de conso discrétionnaires, de la tech aussi, de l'immobilier, des utilities. Donc on est très diversifié en termes de secteurs et en termes d'échéances de maturité. Un portefeuille qui tombe régulièrement avec des échéances 2026, 2027, 2028 que l'on réinvestit au prorata des tombées. Et un crédit qui est en moyenne autour de 60% en équivalent investment grade et autour de 35-40% en équivalent high yield, sachant qu'on est structurellement sur le haut du high yield dans le portefeuille M international convertible 2028. Je te rends la parole, Henri, pour la conclusion. Merci beaucoup Bastien et merci beaucoup Julien également. Vous avez devant vous le récapitulatif des 3 supports avec M convertible, M global convertible et M international convertible. On peut prendre les questions dans le Q&R. Moi, j'en aurais déjà une première. Quid des flux sur la classe d'actifs aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut prendre la Alors, question. je vais la prendre. Sur les flux, ce qui est très clair, c'est qu'on a vu revenir en fait des flux positifs de manière assez importante, notamment sur les stratégies d'arbitrage en 2024. Et puis en 2025, surtout à partir du deuxième trimestre 2025, des flux importants qui sont revenus sur cette fois-ci donc la partie directionnelle. Donc à la fois sur la partie européenne et à la fois sur la partie globale, et notamment de la part d'institutionnels très importants. Donc une dynamique de flux qui est redevenue donc très positive et très porteuse, ce qui est peu surprenant vu les attraits de la classe d'actifs et puis la dynamique qu'on a pu observer sur le primaire, encore une fois, qui a été très forte depuis 2 ans et qui continue encore à l'être, avec des performances sur le secondaire également qui suivent en parallèle de ce primaire. J'ai une autre question qui nous est posée dans le chat. Qu'est-ce qui amène un directeur financier à émettre une obligation convertible plutôt qu'une obligation classique? Alors, Alors, vas-y, Bastien. il y a beaucoup de raisons qui expliquent l'attractivité pour un émetteur d'utiliser des obligations convertibles. Le premier point, c'est que c'est un outil de diversification dans les plans de financement des directions financières. Beaucoup de directeurs financiers ont vu ce qui s'était passé lorsque le marché s'était fermé sur sur les equities et sur la dette en 2011, lors de la crise souveraine européenne. Les obligations convertibles, c'est un outil qui est maintenant utilisé parce qu'il est très rapide à mettre en place. Vous levez de la dette sur les conditions du moment, que ce soit sur la partie taux ou que sur le partie du spread de crédit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous avez des refinancements à faire, il ne faut pas oublier que l'obligation convertible, en fait, c'est comme si vous faisiez une augmentation de capital, mais reportée dans le temps avec une prime. Donc, dans les outils de financement, quand vous avez des investissements à faire ou des opérations à financer, l'outil obligation convertible, c'est un super outil pour cette partie-là. Merci beaucoup Bastien, merci beaucoup Julien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer cette webconférence. Merci à tous de vous être connectés. Toute l'équipe reste à votre disposition pour toute autre demande qui pourrait intervenir plus tard.